Alors effectivement, le stack techno, c'est un fondamental. Dans nos sujets marketing et dans les sujets commerciaux, il y a un outil incontournable qui est le CRM. Il doit être le point de vérité de tout ce qui se passe entre nous et nos clients. Et dans la manière dont on est organisé actuellement, la compétence de la transformation des CRM de Suez fait partie de la direction marketing. On a un enjeu énorme de faire évoluer notre écosystème qui comporte à peu près 200 sites web à quelque chose d'intégré, d'harmonisé et de percutant d'un point de vue business. 200 sites web. Oui. Je reviens là-dessus parce que c'est quand même assez incroyable ce chiffre. C'est Incroyable. du legacy, hein. C'est comme ce que je disais sur les données. Souvent, on essaye de mettre sous contrôle le futur, mais on ne s'occupe pas du passé. Je pense que le marketing, c'est une des fonctions qui va être les plus transformées par l'arrivée de l'IA générative et qui va nous forcer plus que jamais à sortir des silos. La porosité entre les différentes fonctions est de plus en plus grande, puisque avec l'IA, on est en capacité de faire des choses qui étaient autrefois dévolues à d'autres fonctions. Bonjour, vous écoutez Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Je suis Ambre Prigent. Ensemble, nous explorons les grandes transformations à travers les voix de celles et ceux qui les façonnent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Crème Connect. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Blandine Lugagne, Head of Marketing chez Suez. Bonjour Blandine. Bonjour Ambre. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast Crème Connect. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au sein de notre studio parisien. Également. J'espère que tu as fait bonne route. Je sais que tu viens de loin pour nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer ce podcast, j'ai un petit peu envie de parler de toi, de ton parcours, de comment tu es arrivée dans un grand groupe comme Suez. Que tu nous parles un petit peu de avant et de ton rôle aujourd'hui au sein de Suez. Je crois que tu es Head of Marketing, mais tu as eu toute une partie quand même expérience client avant ce rôle que tu prends, que je crois que tu as pris il y a 6 mois, environ 6-7 mois. Voilà, peut-être nous parler un petit peu de tout ça avant de démarrer dans le vif du sujet, de ce qui va nous animer aujourd'hui pendant cette heure. Ça marche. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie. Ah oui, d'accord. Voilà, donc plutôt scientifique. Et je garde un esprit assez rationnel d'ailleurs dans mon quotidien. Et je suis arrivée chez Suez en stage de fin d'études. Ah oui, donc J'ai ça fait très longtemps ça que fait tu un es chez moment. Suez. Et j'ai travaillé sur les métropoles et les changements de compétences portés par les grandes villes notamment, D'accord. avant de pouvoir intégrer le groupe officiellement avec une opportunité dans une direction innovation. D'accord. Donc ça a été très intéressant parce que dans l'innovation, on touche un peu à tous les métiers du groupe. Donc assez rapidement, j'ai pu découvrir l'ensemble des expertises de Suez, plutôt en France. Et ensuite, une nouvelle opportunité s'est présentée pour rejoindre la transformation digitale du groupe. Hyper intéressant. Donc voilà, j'ai fait des choses, on va dire, par translation latérale sur différents sujets. Et dans cette direction, j'ai découvert notamment le marketing digital et l'expérience client. Et suite à une assez grosse transformation vécue par Suez en 2021, j'ai rejoint la direction marketing avec d'abord effectivement plutôt un rôle autour de l'expérience client sur la mise en place d'une enquête de satisfaction client groupe, donc qui concernait l'ensemble des BU. Et comme tu l'as dit, en début d'année dernière, je me suis détachée de ce sujet-là pour me focaliser à 100% sur les sujets marketing. Et le sujet expérience client a été repris par une de mes collègues avec qui je travaille en binôme toujours au quotidien aujourd'hui. Ok, très clair. Une vision quand même assez 360 du coup de ton métier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le marketing est un sujet clé au sein d'un groupe comme Suez? Est-ce que tu peux, avant de parler de marketing, est-ce que tu peux un petit peu me dire ce que c'est que Suez? Je crois que c'est quand même un très gros groupe aujourd'hui. Vous êtes présent dans 40 pays, je crois, 40 000 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités du groupe, des sujets, des enjeux aujourd'hui qui guident le groupe au quotidien? Alors Suez, c'est un grand groupe français et international qui a plus de 150 ans maintenant et qui a 2 grands métiers principaux, l'eau et les déchets. Donc l'eau, ça va être tout ce qui est production d'eau potable et puis gestion de l'assainissement et des eaux usées. Et puis les déchets, on va trouver tout ce qui est collecte, recyclage, démantèlement, mais aussi valorisation des déchets en matière première secondaire.
Voilà, les grands enjeux actuels qu'on a tous dans nos quotidiens. Dans l'eau, ça va être la raréfaction de la ressource. On a vécu des épisodes de sécheresse et on se rend compte maintenant, aussi en France, que ce n'est pas une ressource infinie. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est micropolluants et PFAS, qui sont des enjeux extrêmement importants et qu'on voit monter dans l'actualité. Pas plus tard qu'hier, il y a eu le lancement d'une procédure en justice de particuliers contre des entreprises de la région Rhône-Alpes pour pollution de l'environnement. Voilà, donc on est aussi très concerné par ce sujet-là, avec les solutions qui permettent de les traiter. Et puis, côté déchets, on va avoir des sujets de recyclage principalement. Comment est-ce qu'on peut recycler davantage et comment est-ce qu'on peut transformer nos déchets en ressources, en énergie décarbonée ou en matières premières secondaires. D'accord. Donc, il y a des sujets quand même passionnants en lien avec l'actualité. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment des choses très importantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a progressivement mené vers le marketing et surtout vers des environnements complexes tels que des sujets très industriels, des environnements très B2B? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as choisi d'aller vers ce métier-là? Comme je le disais, c'est une translation latérale. Ce n'était pas une décision forcément prévue de mon côté, dans ma carrière, d'aller vers le marketing, sur lequel d'ailleurs j'avais pas mal d'a priori avant d'y être. Mais finalement, ça s'est fait de manière assez logique, avec cette appétence un petit peu sur les nouveaux sujets, sur l'innovation, sur nos clients, est venue la question de comment est-ce qu'on articule finalement nos services vis-à-vis de ce que nos clients attendent, comment est-ce qu'on génère de l'appétence de nos clients pour notre entreprise et pour les services qu'elle vend, à travers les canaux digitaux notamment. Comment est-ce qu'on reste à l'écoute de notre marché et comment est-ce qu'on peut accompagner nos opérations, notre commerce, pour articuler un discours qui va faire mouche et qui soit en adéquation avec l'actualité et la stratégie du groupe à la fois. Ouais, ses valeurs. Exactement. Donc, c'est vraiment un rôle qui est très transverse, à la croisée de plein de compétences différentes. Et c'est ça qui m'a plu avant de choisir le marketing. C'est vraiment cette possibilité d'être sur une fonction qui a un rôle de lien. Assez transverse. Complètement. Et qui doit jongler à la fois avec des ambitions stratégiques et en même temps avec des opérations extrêmement concrètes. Alors, tu parlais de clients. Aujourd'hui, qui sont tes clients? Très bonne question. Je dirais qu'il y en a deux. Dans le marketing, évidemment, on a des clients internes. Mes premiers clients, ça va être les entités du groupe, et notamment les services commerciaux ou les services marketing de ces entités, pour les accompagner justement dans l'articulation de leurs offres, par exemple. Leur discours aussi, Leur discours, exactement. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? Qu'est-ce qu'on a moins envie de mettre en avant? Comment est-ce qu'on peut le faire de manière pertinente, au bon moment, avec les bons leviers? Comment est-ce que ça se traduit en chiffre d'affaires, bien évidemment? Parce que c'est quand même ça l'objectif. Chaque action, doit y avoir un ROI derrière. Exactement, doit être mesuré. Et puis mes deuxièmes clients, bien évidemment, ce sont les clients de l'entreprise. Et on ne fait rien sans avoir cela en tête. Donc, même quand une BU va me demander de travailler sur quelque chose, ma première question, ça va être pour qui? Quel est le marché visé? Quelle est la taille du marché visé? Quelles sont les particularités de ces clients et comment est-ce qu'on les adresse? Et les clients de l'entreprise, ils ont deux particularités. Il y a des clients collectivités, donc on est dans du service public, avec tout un tas de contraintes spécifiques au service public, des contrats plutôt longs, extrêmement encadrés au niveau des appels d'offres, et puis des entreprises. Donc là, on est sur du B2B pur, avec une logique complètement différente, des contrats plus courts. Donc il faut pouvoir jongler un peu avec ça. Et des réglementations, j'imagine. Tout à fait. Ok. Tu as beaucoup travaillé sur des sujets plutôt avant de prendre la partie marketing de ton rôle. Si je ne me trompe pas, tu as eu toute une partie orientée expérience client. Aujourd'hui, en quoi cette approche très terrain t'a permis de structurer ta vision marketing? Comment tu travailles en interne avec tes équipes? En quoi l'expérience client t'a apporté une vraie valeur ajoutée dans ton métier aujourd'hui? Je pense que ça donne une coloration particulière aux décisions qu'on peut prendre. Le fait d'être passé par le sujet expérience client, d'avoir structuré une enquête, d'avoir analysé les résultats de l'enquête et ce que nos clients disent de nous et attendent de nous, ça m'oblige finalement dans mon quotidien de marketing à rester un peu les pieds sur terre et en prise avec justement les attentes de ses clients. Et l'organisation qu'on a aujourd'hui fait que je peux être au quotidien au contact de ma collègue qui est responsable de l'expérience client
pour s'assurer qu'on soit dans un binôme constant. Le marketing, nous, on va intervenir plutôt en amont de cette partie client, avec toute la partie funnel, acquisition, engagement avec les futurs clients, les prospects et la conversion. Et l'expérience client, elle arrive plutôt en aval. Une fois que le client est un client, comment est-ce qu'il vit son expérience avec nous et comment est-ce qu'on peut à nouveau le refaire passer dans un cycle de prospect. Donc en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux. Et donc en restant très connecté entre le marketing et l'expérience client, on s'assure que ce qu'on apprend à chacune des étapes sert à l'étape suivante. Ok, très clair. À partir de quand la partie expérience client cesse d'être un sujet un peu soft et devient vraiment un levier stratégique? Quand est-ce que tu te dis, ok, là, c'est un sujet que je vais prendre en main et que je vais adresser de manière très stratégique, en fait? Quand on se rend compte de la valeur qu'il y a derrière. Je prends un exemple très concret. Un des premiers irritants clients, chez nous, mais comme d'autres, je pense, c'est la facturation. Ok. Quand on regarde ça sans prendre de recul, on se dit, bah oui, effectivement, notre facture est peut-être pas claire, ou alors c'est notre ERP qui n'a pas les bonnes données. Quand on soulève un peu plus le tapis, on se rend compte que la facture, ce n'est que le point final de tout un processus commercial, de s'assurer que sur le devis, on ait bien mis les bonnes prestations, que pendant le service, on ait bien aussi ajouté les aléas. Peut-être que finalement, on a facturé quelque chose en plus ou en moins en fonction de ce que le client a vécu, des réclamations et ensuite, effectivement, des informations qui sont entrées dans le RP. Le sujet peut paraître anodin en se disant ce serait bien que les clients nous notent mieux sur la facturation, mais derrière, c'est tout un process IT, finance et commerce qui est challengé et sur lequel on perd de la valeur. Un client qui reçoit une facture erronée, c'est un client qui rappelle, qui fait une réclamation, qui mobilise le service client et derrière, on a toute une chaîne qui doit se mettre en œuvre pour résoudre un problème qui aurait pu être résolu bien en amont. Et donc, il y a une valeur énorme, en fait, à adresser ce sujet-là. Ouais, bien sûr. Et si on ne le regarde pas du prisme du client, peut-être qu'on va juste faire une action sur le RP pour qu'il soit plus ergonomique pour les collaborateurs, par exemple. Ok, très clair. Tout à l'heure, tu parlais de ROI. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des indicateurs clés qui te permettent d'ajuster en continu ta vision marketing, ta stratégie marketing? Oui. Quels outils tu utilises aujourd'hui pour un petit peu, on va dire, ajuster toute la vision marketing que tu vas mettre en place sur 2026? Très bonne question. Je dirais 3 types d'indicateurs. Le premier, évidemment, c'est le chiffre d'affaires. Si on est capable de tracer nos actions marketing depuis la mise en place d'une campagne, par exemple, jusqu'au chiffre d'affaires converti, c'est le premier élément qui va nous driver. Ça, c'est pas forcément évident à avoir parce que dans des fonctions corporate, le chiffre d'affaires, il peut être converti dans plein d'entités différentes. Donc, il y a un sujet de consolidation. Mais c'est vraiment le premier qu'on regarde. Le deuxième, bien évidemment, c'est la satisfaction client. Quand on sort une nouvelle offre, il va falloir aussi qu'on regarde si elle plaît, qu'est-ce qu'en disent nos clients. Et en amont de sortir une nouvelle offre, il va falloir pouvoir écouter le marché pour savoir si c'est attendu. Et si on a un rôle à jouer vis-à-vis de nos concurrents ou d'autres sociétés. Et le dernier, c'est tous les indicateurs, je dirais soft, qui concernent les touchpoints de nos clients. Donc, par exemple, notre site web, on le regarde de très près et on surveille chaque mois le top 10 des pages offres. Ça nous permet de savoir quelles sont les offres qui ont le plus d'intérêt, celles qui en ont le moins aussi, et d'ajuster notre discours. Par exemple, une offre qui génère aucun intérêt, soit on la retire, soit on la retravaille, et on initie l'échange avec les commerciaux pour savoir ce qui pourrait être changé pour générer plus d'intérêt de prospects. Ok, très clair. Je crois qu'il y a eu une nouvelle direction au sein du groupe en 2025. Tout à fait. Est-ce que ça a eu un impact dans ta stratégie marketing? La filière marketing est assez récente dans son organisation actuelle au sein du groupe. Elle a 3 ans. D'accord. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être mises en place et qui n'ont pas forcément changé avec la nouvelle direction. On commence justement à récolter les fruits de tout ce qu'on a mis en place par l'enquête client notamment, mais aussi par les campagnes, la structuration d'offres transverses. Aujourd'hui, tu travailles avec une équipe. Comment vous vous organisez au quotidien pour travailler ensemble?
quels sont les leviers que toi, tu utilises pour aller travailler de manière transverse avec les personnes, je crois, de ton équipe. Comment tu fais au quotidien pour adresser tes sujets selon les différents canaux? Alors, dans mon équipe, on a des compétences très différentes. Et c'est nécessaire parce que le marketing, c'est une fonction qui est complexe et qui nécessite d'être sur plusieurs piliers à la fois. Donc, les piliers qu'on adresse de notre côté, il va y en avoir 3. Il y a tout ce qui est connaissance marché, donc que j'appelle market awareness. C'est voilà, comment est-ce qu'on connaît, ce que font nos concurrents, comment le marché réagit, les actualités réglementaires, les actualités commerciales dans les pays dans lesquels on aimerait se lancer, par exemple. Donc ça, c'est un pilier sur lequel on va avoir besoin de compétences de veille, de synthèse, d'études de marché. Le deuxième pilier, qui est complètement lié, c'est la partie engagement. Une fois que je connais mon marché, qu'est-ce que je lui raconte, comment je l'intéresse, comment je structure mes offres, comment je gère mon portefeuille d'offres. Est-ce qu'il y en a qu'il faut que je mette plus en avant à certains moments et d'autres qu'il faut peut-être que je mette en stand-by en attendant une évolution du marché, par exemple. Et la dernière partie, c'est la partie acquisition business. Je connais mon marché, j'ai structuré mon portefeuille d'offres. Maintenant, si je prends la métaphore, je sors la canne à pêche et je pars à la pêche. Il faut que le marché adhère et que des prospects commencent à affluer parce qu'on en aura fait des campagnes, parce qu'on sera en capacité de suivre les leads qu'on génère jusqu'à la conversion. Voilà. Et donc, pour articuler ces 3 piliers, je l'ai dit, on a besoin de compétences de veille, mais on a aussi besoin de compétences assez poussées en acquisition de trafic, en génération de leads et de campagnes, et aussi en structuration d'offres. Donc, c'est des métiers assez différents, et c'est ça qui fait, je trouve, toute la richesse de l'équipe. C'est cette capacité à se mettre ensemble autour d'un sujet, par exemple l'EPIFAS, et d'articuler toutes nos compétences pour en sortir quelque chose qui aura de la valeur pour l'entreprise. Très clair. Aujourd'hui, j'imagine que la tech est un sujet vraiment phare au sein de vos prises de décision. Comment, on va dire, ce sujet est pris en main dans tes équipes et dans le groupe Suez? Alors effectivement, le stack techno, c'est un fondamental. Dans nos sujets marketing et dans les sujets commerciaux, il y a un outil incontournable qui est le CRM, qui doit être le point de vérité de tout ce qui se passe entre nous et nos clients. Et dans la manière dont on est organisé actuellement, la compétence de la transformation des CRM de Suez fait partie de la direction marketing. Ce qui permet d'avoir constamment cet échange assez rapproché entre les données qu'on va générer par nos campagnes, par les différents flux qu'on va mettre en place, et ce qui va être ensuite retransmis aux équipes commerciales par le biais du CRM. Donc ça, c'est vraiment une organisation, je trouve, qui nous permet d'accélérer pas mal les choses et d'être aussi au quotidien en échange avec les équipes commerciales pour écouter leurs attentes et pouvoir ensuite mettre en œuvre les transformations nécessaires dans les CRM qu'on a dans le groupe. Tu parles de CRM, comment ta data, elle est gérée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire dessus? Comment comment les équipes, parce que j'imagine que c'est pas toi toute seule qui va gérer cette partie-là, mais comment les équipes chez Suez travaillent sur cette partie qui est quand même le cœur de ton scope, hein, Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le liant, en fait. Hein. Complètement. C'est avec ça qu'on est en capacité de discuter avec les autres directions. Alors, j'aimerais bien rencontrer une entreprise qui me dise « ma data est 100% propre ». Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le cas encore pour nous. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en œuvre en ce sens et des investissements qui vont derrière. La difficulté, quand on parle de data, c'est non seulement de s'assurer que la donnée entrante est de qualité, mais que l'historique l'est aussi. Et c'est souvent là où le bât blesse. C'est qu'on va mettre en œuvre plein de règles pour s'assurer que tout ce qu'on génère, les nouveaux prospects, etc., ils soient historisés avec les bonnes informations. Par contre, tout l'historique, le retravailler, ça demande un effort vraiment important et des compétences aussi spécifiques qui n'existent pas toujours. Donc, on est un petit peu aujourd'hui, je pense, dans cet équilibre à trouver entre l'effort de nettoyage et de simplification de l'entrant et l'effort de gestion de l'historique. Voilà. Et donc,
l'articulation des différents outils qu'on va avoir, et pour le marketing et pour le reste des opérations, doit se faire en ayant en tête ces deux sujets. À notre petite échelle marketing, un sujet qui nous occupe, par exemple, c'est de s'assurer que les demandes qui arrivent de notre site web puissent être routées directement dans les différents CRM de l'entreprise sans forcément passer par une qualification humaine. Donc là, il y a de l'IA, j'imagine. Non, même pas. Même pas, C'est du pur si alors. Donc, c'est un ensemble de conditions qui permettent de savoir qu'en fonction du pays, du sujet abordé et du métier, on va rediriger vers tel ou tel CRM. Et ça, c'est un sujet qui nous occupe au quotidien, puisque des CRM, on en a plusieurs. Donc, il faut mettre en place les flux en s'assurant que les données puissent être effectivement stockées au bon endroit, avec le bon format, qu'on gère aussi les contraintes de data privacy, etc. Bien sûr. L'IA, j'aimerais bien la mettre dans ce process-là. Je pense que c'est pour une prochaine étape. Okay. Aujourd'hui, on a quand même encore besoin d'un peu d'humain pour gérer la subtilité. Les personnes qui nous contactent sur notre site internet peuvent nous laisser des messages qui font 50 lignes comme 2 mots. Donc, il faut pouvoir gérer ce genre d'informations et en déceler un peu le sens caché pour savoir qui est en capacité de traiter cette demande. Et aujourd'hui, l'IA n'est pas encore complètement capable de le faire. Okay. Justement, on parle un peu plus d'IA et de data. Comment aujourd'hui la réflexion sur ces sujets-là s'intègre dans ton quotidien en tant que Head of Marketing? Est-ce que toi, à titre personnel, tu utilises l'intelligence artificielle? Est-ce que tu t'es créé des agents? Est-ce que tu utilises plutôt l'IA générative? J'ai plein de questions parce que j'imagine qu'il y a aussi le côté chatbot. Est-ce que Suez a mis en place son propre LLM au sein de son site internet? Est-ce que... il y a plein de choses qu'on va aborder là juste après sur la partie IA. Mais déjà, toi, personnellement, est-ce que tu utilises l'IA? Oui, j'utilise l'IA personnellement. Étant passée par la direction de l'innovation et la transformation digitale, j'ai gardé une appétence pour toutes ces évolutions. L'IA, c'est quelque chose qui existait déjà chez Suez dans nos métiers pour caractériser les déchets qui arrivent dans nos centres de tri, par exemple. Donc, c'est un terme qui nous est pas Avant inconnu. Même que ChatGPT il y avait l'IA au sein de Suez. Okay. Exactement. ChatGPT l'a rendu mainstream, j'ai envie de dire, pour toutes les directions. Et c'est vrai que la direction marketing, avant ChatGPT, n'utilisait pas d'IA dans son quotidien. Et aujourd'hui, je pense, chez Suez comme d'autres entreprises, c'est une des directions qui vit une des plus grosses transformations dans son rôle, dans ses capacités de faire et dans l'expertise qu'elle doit développer. Alors, c'est très challengeant, c'est très enthousiasmant aussi. Voilà. Et moi, dans mon quotidien, effectivement, je l'utilise pour plein de sujets extrêmement divers qui vont de l'analyse d'un flux, justement, qui ne fonctionne pas bien entre deux applicatifs, jusqu'à la création d'une page pour notre site web, avec effectivement là un agent qui connaît déjà toutes les contraintes de template, de structure de la page, de longueur de mots, de mots-clés, et à qui je vais demander de me rédiger un brouillon, je précise, de pages sur tel ou tel sujet, sur la base d'un certain nombre de documents que j'aurais déjà structurés. J'insiste sur le sujet du brouillon, parce que bien évidemment, c'est jamais parfait, et c'est jamais complètement en ligne avec ce qu'on a envie de faire ou de dire. Donc, il y a constamment de la relecture humaine et il y a constamment de l'affinage du prompt pour que ce qui va être rédigé corresponde à la chaîne de valeur de l'offre telle qu'on l'a conçue. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un modèle 100% autonome où je peux lui donner un mot-clé et abracadabra, j'ai une page prête à charger sur mon site. Il y a un travail de structuration à faire avant. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? C'est quoi ma chaîne de valeur? Qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Et ça se fait avec de l'humain, avec des échanges, avec les opérations, avec le commerce, avec l'expérience client. Et ensuite, on a un assistant, on va dire rédacteur. Très clair. Et aujourd'hui, au-delà de toi
ta fonction marketing et comment ça t'aide au quotidien pour être plus productive, pour ne pas partir d'une page blanche, pour t'aider à formuler une offre, une veille sur les marchés, j'imagine, sur tes concurrents. Est-ce que l'IA, aujourd'hui, est utilisée au sein du groupe sur différents leviers pour adresser tes clients, pour justement aider tes clients à trouver des réponses à leurs questions? Est-ce que tu as un peu de notion sur cette partie-là dans le groupe Suez à proprement parler? Oui, tout à fait. Il y a une IA Factory qui est en train de se mettre en place, plutôt axée productivité. Et après, il y a tout un tas de use cases qui sont soit testés, soit déjà en production au sein des entités sur des sujets extrêmement précis. Le sujet du chatbot client, ça c'est un test, parce qu'on sait que tout ce qui est en front client nécessite beaucoup de précautions. On ne peut pas se permettre qu'un chatbot dise n'importe quoi à un de nos clients. En revanche, chat interne, donc on a un Secure GPT interne qui permet tout un tas de sujets de productivité, mais on a aussi des cas plus précis d'analyse d'appel d'offres, par exemple, pour en sortir un certain nombre de prérequis qui, autrefois, nécessitaient une lecture approfondie du cahier des charges qui, parfois, fait plusieurs centaines de pages. Aujourd'hui, avec un petit bot IA qui a été développé, on peut interroger le cahier des charges pour connaître les délais, les pénalités potentielles, avec une validation humaine, bien sûr, mais ça évite de devoir passer des heures carrées à la lecture pour en déterminer un petit peu les points saillants. Okay. Donc voilà, il y a un certain nombre de cas d'usage assez précis, assez détaillés, qui sont déjà soit en développement, soit en production. Et puis après, il y a cette IA Factory qui va un petit peu orchestrer tout ça pour s'assurer qu'on aborde le sujet de manière homogène, sans s'éparpiller dans toutes les technologies possibles. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de technologies. J'imagine qu'il y a des limites aussi à l'IA. Je pense que l'humain en fait partie. Tu en parlais tout à l'heure. L'humain a un rôle central, surtout sur une partie marketing, quand on s'adresse à des clients. Aujourd'hui, quelles limites tu vois à l'IA générative ou à des outils d'IA à proprement parler qui peuvent rentrer dans ton CRM, dans ta data ou dans tes leviers de productivité avec tes équipes? Alors, il y a une première limite, ou plutôt peut-être un premier warning que j'aimerais partager, c'est ceux qui pensent que l'IA va pouvoir remplacer des directions entières se trompent. Oui, ou des équipes. Ou des équipes entières se trompent. C'est un assistant. Éventuellement, c'est pas un collègue. Et le pouvoir de la décision restera toujours humain. Et c'est nécessaire. Parce que l'humain est en capacité de comprendre ou de faire des liens entre des choses que l'IA ne saura jamais faire, parce que ce n'est qu'une suite de choses logiques. Et dans le monde des entreprises, dans les relations humaines, il y a aussi des choses illogiques pour lesquelles il faut des humains pour les comprendre. Donc ça, c'est la première limite peut-être que je mettrais, c'est de dire effectivement, on ne va pas remodeler entièrement les fonctions des entreprises en remplaçant par des modules IA. Il faut que ça se fasse en bonne intelligence, en définissant clairement là où l'IA peut être un ajout, un apport, notamment dans tout ce qui va être automatisation de certains process ou justement mise en qualité des données, là où c'est des sujets qui sont chronophages, répétitifs, avec des règles bien balisées. Voilà. Une autre limite, bien évidemment, dont on parle assez souvent, c'est la souveraineté. Les données qu'on donne à ingérer à l'IA, il faut savoir derrière ce qu'elles deviennent. Et un ChatGPT, c'est un outil américain, donc une discussion avec un ChatGPT public atterrit dans des serveurs américains. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir, mais qu'il faut doser l'usage et choisir en fonction du cas d'usage le bon outil, celui qui va peut-être être souverain pour un certain nombre de use cases, celui qui va être intégré, propre à l'entreprise pour d'autres, en fonction du niveau de sécurité qu'on a besoin d'avoir.
Très clair, merci pour toutes ces infos. Aujourd'hui, si tu devais un petit peu me raconter, je repars un petit peu sur ta vie d'avant, le côté expérience client. Est-ce que tu saurais me dire si un retour client t'a fait changer d'avis, t'a fait un petit peu changer de direction dans ta vision de ton métier? Quand tu étais sur ton enquête de satisfaction, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, OK, là, je vais plus faire ça comme ça, je vais plutôt le prendre par ce bout-là? Question piège. C'est une question piège. Alors, ça n'a pas été une révélation soudaine et foudroyante. Effectivement, du jour au lendemain, je change tout. Mais étant en proximité des verbatims, notamment envoyés par nos clients, ça m'a fait prendre conscience de certaines forces de l'entreprise qu'on n'avait pas forcément en tête et de certaines limites aussi qu'on n'avait pas forcément envie de regarder droit dans les yeux. Et ça a un impact encore aujourd'hui sur ma manière de concevoir un petit peu les offres. Un exemple concret, c'est que Suez est une entreprise très ingénieure. Et je le dis avec d'autant plus de plaisir que j'en suis aussi un, mais qui parfois complexifie inutilement le discours. Parfois, on a l'impression que pour convaincre un client, il faut qu'on puisse lui dire à quel point ce produit particulier a des compétences et des résultats avec tout un tas de chiffres et de spécifications techniques. Ce qui est pertinent, mais pas au premier stade de la relation avec le prospect. Au premier stade, il faut lui parler de ses problèmes et de nos solutions et des bénéfices de travailler avec nous, sans forcément détailler par le menu l'intégralité de toutes les spécifications que peut avoir notre produit. Ça, c'est quelque chose qu'on perçoit dans les retours clients parfois, qu'on perçoit aussi dans notre manière d'être au quotidien. Et je pense vraiment que le B2C d'aujourd'hui et le B2B de demain, en fait. Nos comportements en tant que consommateurs influent sur nos comportements en tant que professionnels. Et donc, quand on a l'habitude de surfer sur Google le soir quand on a une question, on a l'habitude de surfer sur Google au bureau quand on a une question. Et j'imagine que le fait de travailler pour une entreprise qui recycle les déchets, qui amène de l'eau potable, toi, dans ton quotidien en tant que consommatrice, il y a un peu un biais. Du coup, forcément, tu dois être très dans l'écologie. Alors, je bois de l'eau du robinet, bien évidemment. Je vous incite tous à le faire parce que l'eau en bouteille, ça coûte quand même beaucoup plus cher et ça vous garantit pas une meilleure qualité. Oui, je fais un effort particulier sur le tri de mes déchets parce que je sais ce qu'ils deviennent après. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est effectivement ça qui est aussi agréable dans le fait de travailler dans une entreprise de service à l'environnement, c'est d'avoir derrière ce sens du travail. Il y a un côté quand même fierté. Tout à fait. D'appartenir à un groupe avec des valeurs dans lesquelles tu crois et tu donnes de ton temps aussi pour ça, donc c'est chouette. C'est chouette d'être là-dessus. Si on revient un petit peu plus à notre discussion d'avant sur l'IA, est-ce que tu aurais un use case IA qui t'a vraiment bluffé ces derniers temps à raconter un petit peu à nos auditeurs, que ce soit toi personnellement ou alors que tu as peut-être mis en place ou que les équipes de la Digital Factory qui est en train de se créer est en train de mettre en place, que tu voudrais partager? Alors, il y en a deux, si ça te va. Oui, ça me va. Super. Un qui est très basique et en même temps très révélateur de ce que l'IA permet de faire, qui date de la semaine dernière, donc c'est vraiment récent. On a un outil de suivi des analytics web et on exporte un certain nombre de données dans un Power BI pour pouvoir les analyser. Il se trouve que le flux était cassé et on n'arrivait pas à remonter correctement les données de 2026. Et le marketing est vraiment une fonction qui devient de plus en plus data-driven. Mais on n'a pas forcément les compétences. Et donc, plutôt que de devoir aller solliciter les services IT pour comprendre ce qui ne marchait pas dans mon flux, j'ai copié-collé le lien du flux dans le moteur IA en lui demandant ce que faisait ce lien. Il me l'a détaillé. En lui demandant où était le problème et en lui demandant de me trouver la solution. Et abracadabra, il m'a proposé le bout de code qu'il fallait intégrer pour résoudre le problème. Ah ouais, gain de temps énorme, quoi. Gain de temps énorme. Je me suis dit, super, maintenant je suis développeuse.
nouvelle compétence. Et voilà, merci Lia. En 10 minutes, on a résolu quelque chose qui nous aurait probablement pris plusieurs semaines parce qu'on aurait eu des allers-retours à faire avec le prestataire qui s'occupe de l'outil, avec les services IT internes, etc. Donc ça, vraiment, le b.a.-ba de l'IA, c'est dans des problèmes comme ça. Et le deuxième, là, c'est un outil de veille qu'on utilise qui est en train de structurer sa manière de faire de la veille avec un bot. Et donc là où on devait passer vraiment un temps certain à paramétrer la veille sur un sujet spécifique avec des compétences vraiment assez poussées, aujourd'hui, ou plutôt demain, c'est en cours de sortie, on va pouvoir dialoguer avec un bot qui va nous accompagner dans le paramétrage de la veille en choisissant les bonnes sources d'informations, les bons mots-clés, le bon cadrage, la bonne cadence, sans qu'on ait besoin d'avoir une formation spécifique sur ce sujet. Et ça, c'est super parce que ça va nous permettre de dégager le temps qu'on passait à la collecte d'informations pour le retransférer sur de l'analyse d'informations. Et c'est là où est la valeur ajoutée du marketing pour le reste de l'entreprise. C'est cet éclairage sur les tendances de fond qu'on ne peut faire que si on a le temps d'analyser la masse d'informations qu'on collecte. Ouais, c'est clair. Entre la concurrence, entre ce qui se passe, entre les réglementations, tu passes un temps fou à aller chercher l'information. Et si on passe tout le temps plein à collecter, on ne passe pas de temps à digérer ces infos-là et à en tirer des impacts potentiels Bien pour sûr, nos et services. une vraie stratégie marketing, du coup. Complètement. Ah, ouais. Ouais, c'est un peu mon quotidien aussi, je te confirme. Étant aussi dans le marketing, je comprends tous ces enjeux-là. Et justement, si on parle un peu plus de la partie marketing, aujourd'hui, il y a plein de clichés sur notre métier. Moi, j'en vois plein au quotidien. Est-ce que toi, tu en as à partager avec nos auditeurs et que tu aimerais qu'on arrête voilà, d'en parler ou de te voir comme une imprimante PowerPoint, par exemple? Alors, oui, il y en a plein et ils ont la vie dure. C'est préjugés. Moi-même, j'en avais avant de rejoindre le marketing. Et effectivement, je pensais que la fonction, c'était d'être une usine à slides. Non, ce n'est pas le cas. Bien sûr, je passe encore du temps aujourd'hui à faire des PowerPoint, comme tout le monde, en fait, je pense. Mais ça va bien au-delà de ça, puisque le sujet derrière, c'est qu'est-ce qu'on vend. Et qu'est-ce qu'on vend, pas pour se le raconter à nous-mêmes dans la glace, mais pour se le raconter à des gens qui ne connaissent pas nos métiers, mais qui ont des besoins spécifiques, des problématiques spécifiques. Donc, c'est quoi notre chaîne de valeur de bout en bout? Qu'est-ce qui fait qu'on est différenciant? Quelles références est-ce qu'on peut mettre en avant pour faire un peu de réassurance? Quels chiffres clés est-ce qu'on peut donner? Tout ça, ce sont des choses qui s'orchestrent, qui se discutent, qui se mesurent avant de pouvoir aboutir au fameux PowerPoint joli que les directions commerciales pourront utiliser dans leur rendez-vous client. Donc ça, c'est le premier préjugé que je combats au quotidien. Le deuxième, c'est on est dans un monde industriel, on est dans du B2B, donc les canaux digitaux, ça sert à rien. Donc nos clients, de plus en plus, vont faire appel et aux moteurs de recherche et aux moteurs d'IA pour chercher des solutions à leurs problèmes. Et si on n'y est pas, on n'existe pas. LinkedIn, ça peut être un réseau extrêmement puissant pour aller chercher des prospects avec une audience qualifiée qu'on peut cibler de manière très précise. Et ça a de la valeur. Alors bien évidemment, le secteur des collectivités publiques a quand même beaucoup de particularités. Mais je suis persuadée que si on n'investit pas le monde digital, on n'existe plus dans 10 ans. On est bien d'accord. Et donc, ça a de la valeur et ça génère du chiffre d'affaires qui n'est pas forcément majoritaire au sein de l'entreprise, mais qui nous vient de lui-même. Un prospect qui nous contacte par le site Internet, effort commercial nul. On n'a pas besoin de mobiliser des ressources pour aller le chercher, c'est lui qui vient nous voir. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre sa requête et la transformer en opportunité. Donc, même si c'est aujourd'hui une part assez faible du chiffre d'affaires global, il faut quand même, je pense, l'avoir en tête parce que d'abord, elle est en croissance importante et d'autre part, elle nous demande beaucoup moins d'efforts que de la prospection classique. Et aujourd'hui, justement, tu parlais de canaux d'activation. Quels sont, toi, tes canaux sur lesquels tu vas
pour aller targeter tes cibles? Alors, le premier, c'est le web. On a un enjeu énorme de faire évoluer notre écosystème qui comporte à peu près 200 sites web à quelque chose d'intégré, d'harmonisé et de percutant d'un point de vue business. 200 sites web? Oui. Je reviens là-dessus parce que c'est quand même assez incroyable, ce chiffre. C'est Incroyable. du legacy. C'est comme ce que je disais sur les données. Souvent, on essaye de mettre sous contrôle le futur, mais on ne s'occupe pas du passé. Incroyable. Donc, ça, c'est une de mes casquettes aussi, c'est de s'assurer que ce nombre, d'abord, diminue et que sur ceux qui restent, on ait une préoccupation particulière sur leur visibilité, le trafic et l'impact business. Un site, c'est un asset de l'entreprise, au même titre qu'une usine. Et donc, il doit avoir une valeur et avoir une stratégie business comme telle. Donc ça, c'est le premier, j'ai envie de dire. C'est assez évident, mais c'est vraiment incontournable. Et après, il y a plusieurs choses. Bon, il y a LinkedIn, j'en ai déjà parlé. Il y a les campagnes aussi de remobilisation de notre base client. Ça, c'est quelque chose qu'on fait encore assez peu et je pense qu'on pourrait le développer davantage. C'est d'utiliser toute la masse de données qu'on a pour remobiliser et des clients existants et des prospects qui n'ont pas transformé ou des clients qui nous ont quittés sur un certain nombre de sujets. Savoir pourquoi. Savoir pourquoi. Bien sûr. Et puis les événements qui restent quand même, on pensait qu'après le Covid, ce serait terminé, mais qui restent quand même un enjeu important pour se faire connaître et puis pour avoir aussi un œil sur les évolutions du marché. Très clair, ok. Effectivement, les événements prennent une place importante aujourd'hui. Moi, je le vois sur Crème Connect ou encore chez Crème de la Crème. C'est vraiment un élément game changer, quoi. Complètement. Donc, c'est vrai que l'après-Covid, on avait envie de ce retour un petit peu à la vraie relation, à l'échange. Les gens sont de retour, quoi, sur le terrain. Oui, et c'est très important. Ouais, je suis d'accord. On est trop derrière notre ordi, nos écrans et pas assez dans la vie réelle. Donc, c'est vrai que le retour au présentiel est important. J'ai envie de parler de vision et de toi, ta vision de comment ton rôle ou tes fonctions marketing vont évoluer aujourd'hui. Alors, je parlerai plutôt à l'échelle d'un grand groupe puisque tu travailles chez Suez. Comment tu vois les choses d'ici à 2, 3, 4, voire 10 ans? 10 ans, ça fait loin. Ouais, à la je vitesse sais. où vont les choses, je le disais tout à l'heure, je pense que le marketing, c'est une des fonctions qui va être les plus transformées par l'arrivée de l'IA générative et qui va nous forcer plus que jamais à sortir des silos. La porosité entre les différentes fonctions est de plus en plus grande, puisque avec l'IA, on est en capacité de faire des choses qui étaient autrefois dévolues à d'autres fonctions. Je parlais tout à l'heure de mon exemple avec le code. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire appel à l'IT. Ce qui veut dire que ma relation avec l'IT va changer, ma relation avec la communication va changer, ma relation avec le commerce va changer, parce que l'IA va automatiser des choses. Donc, je pense que le rôle du marketing va vraiment, plus que jamais, devenir un orchestrateur de la stratégie de l'entreprise pour la décliner vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis du commerce et des opérations. Donc, il va falloir faire un grand écart encore plus large qu'aujourd'hui entre la vision stratégique qui est alimentée par les tendances de marché, par les méga trends aussi qui influent la société et qui fait partie des rôles du marketing, et l'opérationnalisation. Je sens que le marché évolue dans cette direction-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que j'ai échangé avec la direction de l'innovation pour savoir si on a un produit qui va répondre à ces tendances que je vais voir? Est-ce que le commerce pressent qu'il y a une attente aussi des clients vis-à-vis de ce sujet-là? Et comment j'intègre tous ces sujets? Donc vraiment, il va y avoir un sujet presque de gouvernance à refondre un petit peu entre les parties prenantes de cette chaîne client, amont et aval. Connaissance, acquisition, conversion, rétention, et qui va être vraiment majeur. Donc, je pense que le marketing a sa place en tant qu'orchestrateur, puisqu'il est finalement le honneur de cette vision de bout en bout.
Merci Blandine. Avec plaisir. C'était très intéressant. Merci du temps que tu nous as consacré ce matin. Et puis, je te dis à bientôt. À très vite. Vous venez d'écouter Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Pour prolonger la discussion, retrouvez nos prochains événements, nos masterclass, nos tables rondes ou tout simplement rejoindre notre communauté, rendez-vous sur crèmeconnect.io. À très bientôt pour un nouvel épisode.